Première partie. Un garçon en or. Premier chapitre. Tiens sa tête, c'est ça, gamin. La jument, sa robe habituellement blanche devenue grise de transpiration, fit rouler ses yeux et hennit. Le prince Arthas Ménéthil, seul fils du roi Térénas Ménéthil II, qui gouvernerait un jour le royaume de Lordéron, s'accrocha à la bride et murmura doucement à l'oreille de l'équidé. Le cheval secoua brusquement la tête et renversa presque l'enfant de 9 ans. « Oh là, crin brillant, dit Arthas. Doucement, ma fille, tout va bien se passer, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Yoram Balnir poussa un grognement amusé. Je doute que tu verrais les choses sous cet angle si quelque chose de la taille de ce poulain sortait de toi, gamin. Son fils Yarim rit, accroupi derrière son père et le prince, et Arthas fit de même, riant de façon incontrôlable, même quand de l'écume chaude tomba de la bouche de Crin-Brillant sur sa jambe. Une poussée de plus, ma fille, dit Balnir, se déplaçant doucement le long du corps du cheval jusqu'au poulain, encastré dans une membrane brillante, semblable à un linceul, à mi-chemin de son entrée dans ce monde. Arthas n'était pas vraiment supposé être là, mais quand il n'avait pas de leçon, il resquillait souvent pour aller à la ferme de Balnir. Il admirait les chevaux grâce auxquels Balnir s'était construit une réputation d'éleveur et jouait avec son ami Yarim. Les deux jeunes garçons étaient bien conscients que le fils d'un éleveur de chevaux, même de celui dont les animaux étaient régulièrement achetés comme monture pour la famille royale, n'était pas un compagnon convenable pour un prince. Aucun d'entre eux n'y attachait d'importance, et pour le moment aucun adulte n'avait mis un terme à cette amitié, et c'est ainsi qu'il se trouva là, construisant des forts, lançant des boules de neige et jouant aux gardes et aux bandits avec Yarim, quand Yoram avait appelé les garçons pour venir voir le miracle de la naissance. Le miracle de la naissance était en fait assez dégoûtant, pensa Arthas. Il n'avait pas compris que tant de matière visqueuse serait impliquée. Crin-Brillant grogna et poussa à nouveau ses jambes raides et droites, puis dans un bruit humide et clapotant, son poulain vint au monde. La tête pesante de la jument tomba lourdement sur les genoux d'Arthas, et elle ferma les yeux l'espace d'un instant. Ses flancs se soulevèrent à intervalles réguliers, tandis qu'elle reprenait son souffle. Le garçon sourit, caressant le cou, humide et la crinière épaisse et rugueuse, et tourna le regard vers Yarim et son père, qui s'occupaient du poulain. Il faisait frais dans l'étable à cette époque de l'année, et de la vapeur s'élevait de son corps chaud et humide. Avec une serviette et du foin sec, le père et le fils nettoyèrent le poulain de ce qui restait de la membrane étrange et semblable à un linceul, et Arthas sentit son visage s'étirer en un sourire. Humide, gris, ses longues jambes emmêlées et les yeux grands ouverts, le poulain regarda aux alentours, clignant des yeux dans la lueur pâle de la lanterne. Ses grands yeux bruns se plongèrent dans ceux d'Arthas. « Tu es beau, pensa Arthas. Son souffle s'arrêta à l'espace d'un instant, et il comprit que le tant vanté miracle de la naissance était finalement assez miraculeux. Crin-Brillant commença à remuer les pattes. Arthas sauta sur ses pieds et se pressa contre les murs en bois de l'étable, afin que le grand animal puisse se retourner sans l'écraser. La mère et le nouveau-né se reniflèrent l'un l'autre, puis Crin-Brillant grogna et commença à nettoyer son fils de sa longue langue. « Hé gamin, tu as piètre allure, dit Yoram. Arthas s'examina et son cœur se serra. Il était couvert de paille et de salive de cheval. Arthas haussa les épaules. « Je sauterai dans un tas de neige sur mon chemin vers le palais,
proposa-t-il, souriant. Puis, réfléchissant un moment, il ajouta: « Ne vous inquiétez pas, j'ai 9 ans maintenant, je ne suis plus un bébé, je peux aller là où... » Il y eut des caquettements de boulets, suivis du son de la voix tonitruante d'un homme, et le visage d'Arthas se décomposa. Il redressa ses petites épaules, fit une tentative frénétique mais finalement inutile pour ôter la paille de ses vêtements, puis sortit de la grange. « Sir Uther, déclara-t-il d'une voix qui disait: Je suis le prince et tu ferais mieux de t'en rappeler. Ces gens ont été bons avec moi, je vous en prie, n'allez pas piétiner leur volaille. Ou leur parterre de gueule de loup, pensa-t-il, jetant un regard sur les remblais de terre enneigée où les jolies fleurs qui faisaient la fierté et la joie de Varabalnir allaient éclore dans quelques mois. Il entendit Yorum et Yarim le suivre hors de l'écurie, mais ne lança pas un regard en arrière, préférant regarder le chevalier monter, et surtout, en armure, halta Arthas. Qu'est-il arrivé? Je vous l'expliquerai en chemin, dit sinistrement Uther. J'enverrai quelqu'un chercher votre cheval, prince Arthas. Même avec 2 cavaliers, Inébranlable voyagera plus rapidement. Il se pencha, une large main se refermant sur le bras d'Arthas, et balança le garçon en face de lui, comme s'il ne pesait rien du tout. Vara était sortie de la maison au bruit du cheval approchant au galop. Elle essuyait ses mains dans une serviette et avait encore une trace de farine sur le nez. Ses yeux bleus étaient grands ouverts, et elle regardait son mari d'un air inquiet. Uther la salua poliment d'un signe de tête. « Nous discuterons de cela plus tard, » dit Uther. « Madame. » Il toucha son front d'une main gantée de mailles dans un salut courtois, puis éperonna son cheval inébranlable, aussi cuirassé que l'était son cavalier, et la bête bondit au galop. Le bras d'Uther était comme une ceinture de métal autour du torse d'Arthas. La peur monta dans le cœur du jeune garçon, mais il l'enfouit tandis qu'il repoussait le bras d'Uther. « Je sais monter, dit-il, son irascibilité masquant son inquiétude. Dites-moi ce qu'il se passe. » Un cavalier d'Austrivage est venu et est reparti. Il portait de mauvaises nouvelles. Il y a quelques jours, des centaines de petites embarcations remplies de réfugiés de Hurlevent ont débarqué sur nos côtes, dit Uther. Il ne retira pas son bras. Arthas abandonna la lutte et leva la tête, écoutant attentivement, ses yeux verts comme la mer, grands ouverts, et fixés sur le visage sinistre d'Uther. Hurlevent est tombé. Quoi? Hurlevent? Comment? Qui l'a prise? Que... Nous découvrirons bientôt tout cela. Les survivants, dont le prince Varian, sont conduits par l'ancien champion de Hurlevent, le seigneur Anduin Lothar. Lui, le prince Varian et les autres arriveront à la capitale d'ici quelques jours. Lothar nous a prévenu qu'il porte des nouvelles alarmantes, ce qui est évident si quelque chose a détruit Hurlevent. J'ai été envoyé pour vous retrouver et vous ramener. Vous avez mieux à faire en ce moment que jouer avec des gens du commun. Abasourdi, Arthas se tourna et regarda à nouveau devant lui, ses mains agrippant la crinière d'Inébranlable. Hurlevent. Il n'y était jamais allé, mais il avait entendu de nombreux récits à son sujet. C'était une ville puissante avec de grands murs de pierre et de beaux bâtiments. Elle avait été construite avec la robustesse à l'esprit pour résister aux bourrasques de vent violents qui lui avaient donné son nom. Penser qu'elle était tombée. Qui ou quoi pouvait donc être assez puissant pour prendre une telle cité? Combien de personnes les accompagnent? Demanda-t-il, lançant sa voix plus fort qu'il ne l'aurait voulu afin d'être entendu par-dessus le bruit de cavalcade, tandis qu'il se dirigeait vers la cité. On l'ignore. Pas un petit nombre, c'est certain. Le messager dit que ce sont tous ceux qui ont survécu. Survécu à quoi? Et le prince Varian? Il avait entendu parler de Varian toute sa vie, bien sûr, de même qu'il connaissait tous les noms des rois, reines, princes et princesses voisins. Tout d'un coup, ses yeux s'agrandirent. Uther avait mentionné Varian,
mais pas le père du prince, le roi Lane. Il est trop tôt pour qu'il devienne le roi Varian. Le roi Lane est tombé avec Hurlevent. La nouvelle de cette seule tragédie frappa Arthas plus fort que la pensée de milliers de personnes soudainement devenues sans abri. La famille d'Arthas était soudée. Lui, sa sœur Kalia, sa mère, la reine Lyanne, et bien sûr le roi Terenas. Il avait vu la façon dont certains dirigeants se comportaient avec leur famille, et il savait que le degré d'intimité qu'il entretenait avec la sienne était remarquable. Perdre sa cité, son mode de vie, et son père. Pauvre Varian, dit-il, de sincères larmes de sympathie lui venant aux yeux. Uther lui tapota maladroitement l'épaule. Oui, dit-il, ce fut un sombre jour pour ce garçon. Soudain, Arthas frissonna, et pas à cause du froid d'un jour d'hiver radieux. La belle après-midi, avec son ciel bleu et son paysage enneigé en pente douce, s'était soudainement assombri pour lui. Quelques jours plus tard, Arthas se tenait sur les remparts du château, tenant compagnie à Falric, l'un des gardes, en lui tendant une chope fumante du thé chaud. Une telle visite, telle que celle qu'Arthas rendait à la famille Balnir, aux filles de cuisine, aux valets, aux forgerons et, en fin de compte, à presque tous les serviteurs du domaine royal, n'était pas inhabituelle. Terenas soupirait à chaque fois, mais Arthas savait que personne n'avait jamais été puni pour lui avoir parlé, et il se demandait même parfois si son père n'approuvait pas secrètement. Falric sourit avec reconnaissance et s'inclina bien bas par respect véritable, retirant ses gants afin que la chope réchauffe ses mains engourdies par le froid. La neige menaçait de tomber et le ciel était gris pâle, mais jusqu'à présent le temps était clair. Arthas s'appuya contre le mur, posant son menton sur ses bras croisés. Il regarda vers les collines vallonnées de Tirisfal, le long de la route qui menait de la forêt des pins argentés à Ostrivage, la route le long de laquelle Anduin Lothar, le mage Khadgar et le prince Varian voyageaient. Un signe de leur part. Nenni, votre Altesse, répondit Falric, sirotant le chaud breuvage. Cela peut être aujourd'hui, demain ou le jour d'après. Si vous espérez les apercevoir, sire, vous risquez d'attendre un certain temps. Arthas lui lança un sourire, les yeux plissés gaiement. C'est toujours mieux que les leçons, dit-il. Eh bien, sire, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, dit Falric diplomatiquement, se battant clairement contre l'envie de lui sourire en réponse. Tandis que le garde finissait son thé, Arthas soupira et regarda à nouveau la route comme il l'avait fait une douzaine de fois auparavant. Si cela avait été excitant au début, maintenant il commençait à s'ennuyer. Il voulait retourner voir comment le poulain de Crin-Brillant se portait, et il commençait à se demander s'il serait difficile de s'esquiver quelques heures sans être remarqué. Falric avait raison. Lothar et Varian pouvaient être encore à quelques jours de distance si... Arthas cligna des yeux. Il ôta lentement son menton de ses mains et plissa les yeux. « Ils arrivent !» cria-t-il en pointant du doigt. Falric se porta rapidement à ses côtés, la chope oubliée. Il opina. « Vous avez le regard aiguisé, prince Arthas. »« Marwyn !» appela-t-il. Il retint l'attention d'un autre soldat. « Va dire au roi que Lothar et Varian sont en vue. Ils devaient être là dans l'heure. »« Oui, capitaine, » dit le jeune homme, saluant. « Je vais le faire, j'y vais, » dit Arthas, déjà en mouvement tandis qu'il parlait. Marwyn hésita, jetant un regard en arrière à son supérieur, mais Arthas était déterminé à le prendre de vitesse. Il dévala les marches, glissant sur la glace et traversa la cour au pas de course, s'arrêtant en dérapant tandis qu'il approchait de la salle du trône. Sur les derniers mètres, il adopta une démarche plus calme et réajusta ses vêtements. Aujourd'hui, Terenas recevait les représentants du peuple pour écouter leurs préoccupations, leurs doléances et leur apporter toute l'aide possible. Arthas abaissa la capuche de sa belle cape rouge en étoffe runique brodée. Il prit une profonde inspiration, laissant échapper de ses lèvres un peu de buée, et opina du chef tandis qu'il approchait des deux gardes.
qui le saluèrent brièvement et se tournèrent pour lui ouvrir les portes. La salle du trône était indubitablement plus chaude que la cour extérieure, même s'il s'agissait d'une grande pièce toute de marbre et de pierre, avec un haut plafond en coupole. Même par temps couvert comme aujourd'hui, la fenêtre octogonale au sommet de la coupole laissait entrer une lumière naturelle et abondante. Des torches dont leurs appliques murales brûlaient vivement, ajoutant à la fois chaleur et lumière à la pièce. Un motif circulaire complexe entourait le blason de Lordaeron ornant le sol, pour l'heure caché par l'assemblée de personnes attendant respectueusement leur tour pour s'adresser à leur suzerain. Assis sur le trône de pierre précieuse placé sur une estrade à degrés se trouvait le roi Térénas II. Ses cheveux blonds étaient parsemés de gris uniquement aux tempes, et son visage était légèrement ridé, plus marqué par les sourires que par les plissements de front. Il portait une belle robe taillée dans de riches tissus aux tons bleus et violets, brodés d'or resplendissant qui captait la lumière des torches et se reflétait sur sa couronne. Térénas se pencha légèrement en avant, absorbé par ce que disait l'homme qui se tenait devant lui, un petit noble dont Arthas ne pouvait se rappeler le nom en cet instant. Ses yeux bleu-vert et attentifs étaient concentrés sur l'homme. Pendant un moment, malgré l'annonce qu'il avait à faire, Arthas resta simplement à observer son père. Comme Varian, il était le fils d'un roi, un prince de sang. Mais Varian n'avait plus de père maintenant, et Arthas sentit une boule se former dans sa gorge à l'idée de voir ce trône vide, d'entendre le chant antique du couronnement chanté pour lui. Par la lumière, faites que ce jour soit très, très lointain. Sentant peut-être l'intensité du regard de son fils, Térénas jeta un coup d'œil à la porte. Un sourire plissa momentanément ses yeux, puis il reporta son attention sur le requérant. Arthas s'éclaircit la gorge et s'avança. « Excusez-moi de vous interrompre, père. Ils arrivent, je les ai vus. Ils devraient être là dans l'heure. » Térénas inspira doucement. Il savait qui ils étaient. Il opina. « Merci, mon fils. » Ceux assemblés se regardèrent les uns les autres. La plupart d'entre eux aussi savaient de qui il s'agissait, et ils s'éloignèrent comme si la réunion était finie. Térénas leva la main. « Non, le temps se maintient et la route est libre. Ils arriveront bientôt, mais d'ici là, continuons. » Il sourit tristement. « J'ai l'impression qu'une fois qu'ils seront là, des audiences telles que celle-ci se feront plus difficiles à organiser. Finissons autant de travail que nous le pouvons avant que cela n'arrive. » Arthas regardait son père avec fierté. C'était pour cela que le peuple aimait tant Térénas, et pourquoi le roi fermait les yeux sur les aventures de son fils parmi les gens du commun. Térénas se souciait profondément du peuple sur lequel il régnait, et il avait instillé ce sentiment à son fils. « Dois-je chevaucher à leur rencontre, père ?» Térénas examina soigneusement son fils pendant un instant, puis secoua sa tête blonde. « Non, je pense qu'il vaut mieux que tu n'assistes pas à cette rencontre. » Arthas se sentit comme s'il avait été frappé. Ne pas y assister. Il avait 9 ans. Quelque chose de très sérieux venait d'arriver à un allié important et un garçon pas plus vieux que lui était devenu orphelin de père lors de cet événement. Il sentit un soudain accès de colère l'envahir. Pourquoi son père insistait-il pour l'éloigner ? Pourquoi n'était-il pas autorisé à assister aux réunions importantes ? Il retint la réplique qui aurait jailli de ses lèvres s'il avait été seul avec Térénas. Il eût été inconvenant d'en débattre avec son père maintenant, en face de tous ces gens, même s'il se sentait totalement et complètement dans son droit à ce sujet. Il prit une profonde inspiration, s'inclina et partit. 1 heure plus tard, Arthas Ménéthil était embusqué sur l'un des nombreux balcons qui donnaient sur la salle du trône. Il se sourit à lui-même. Il était encore suffisamment petit pour se faufiler sous l'un des sièges, au cas où quiconque pointerait son nez pour une rapide inspection. Une furtive inquiétude le gagna. Encore une année ou deux, et il n'aurait plus la possibilité
La pensée lui plut. Il enroula sa cape et l'utilisa comme un coussin pour rendre l'attente plus agréable. Bercé par la chaleur et le léger brouhaha des discussions, il manqua de s'endormir. « Votre Majesté !» La voix, puissante, résonnante et forte, réveilla Arthas en sursaut. « Je suis rendu à Lothar, chevalier de Hurlevent. » Ils étaient là, le seigneur rendu à Lothar, l'ancien champion de Hurlevent. Arthas se faufila depuis les dessous du siège et se redressa prudemment, s'assurant qu'il était bien caché derrière le rideau bleu qui drapait la loge, et jeta un œil en contrebas. Lothar était indubitablement un guerrier, pensa Arthas en regardant l'homme. Grand, puissamment bâti, il portait son armure lourde avec aisance, accoutumé qu'il était à son poids. Portant moustache épaisse et courte barbe, il arborait un crâne presque chauve. Les quelques cheveux qui lui restaient avaient été noués en une courte queue de cheval. Derrière lui se tenait un vieil homme en robe violette. Le regard d'Arthas s'arrêta sur le garçon qui ne pouvait être que le prince Varian Vryn. Grand, encore mince, il avait de larges épaules qui lui promettaient à l'avenir une belle carrure, mais pour l'heure il avait l'air pâle et fatigué. Arthas grimaça tandis qu'il regardait le jeune homme, plus vieux que lui de quelques années, l'air perdu, solitaire et effrayé. Lorsqu'on s'adressa à lui cependant, Varian se reprit et donna poliment les réponses de circonstance. Térénas était un maître en la matière, sachant comment mettre les gens à l'aise. D'un geste, il en envoya la quasi-totalité des courtisans et des gardes, puis quitta son trône pour accueillir les visiteurs. « Je vous en prie, prenez un siège, dit-il, choisissant délibérément de ne pas prendre place sur le glorieux trône, s'asseyant à la place sur l'une des marches de l'estrade. Il appela Varian à ses côtés dans un geste paternel. Arthas sourit. Caché au loin, le jeune prince de Lordaeron observa et écouta attentivement, et les voix qui parvinrent jusqu'à lui étaient chargées de mots qui semblaient presque fantaisistes. Cependant, tandis qu'il observait le puissant guerrier de Hurlevent, et plus encore lorsqu'il étudiait le futur roi d'un si magnifique royaume, Arthas réalisa avec effroi que rien de tout ceci n'était imaginaire, que tout ce qui se disait ici était mortellement réel, ce qui s'avérait terrifiant. Les hommes rassemblés parlèrent de créatures nommées orques, qui avaient soudain infesté Azeroth. Grands, le teint verdâtre, des défenses sortant de leurs mâchoires et assoiffés de sang, ils avaient formé une horde qui s'écoulait comme une vague apparemment irrésistible. Assez pour couvrir la terre d'un rivage à l'autre, dit sinistrement Lothar. C'étaient ces monstres qui avaient attaqué Hurlevent et transformé en réfugiés ou en cadavres, comprit Arthas, ses habitants. Le ton monta quand certains courtisans affirmèrent ne pas croire à un mot de ce que narrait Lothar, lequel s'échauffa. Mais Térénas désamorça la situation et mena la réunion à sa fin. « Je convoquerai les rois voisins, dit-il. Ces événements nous concernent tous. Votre Majesté, je vous offre ma demeure et ma protection pour aussi longtemps que vous l'estimerez nécessaire. » Arthas sourit. Varian allait rester là, au palais, avec lui. Ce serait bien d'avoir un autre garçon noble avec lequel jouer. Il s'entendait bien avec Kalia, qui était de 2 ans son aîné, mais, ma foi, c'était une fille. Et même s'il adorait Yarim, il savait que les opportunités de jouer avec lui seraient maintenant limitées. Varian, cependant, était un prince de sang, tout comme Arthas, et il pourrait se bagarrer amicalement, chevaucher et partir en exploration. Vous nous conseillez de nous préparer à la guerre ? La voix de son père coupa brutalement court à ses rêveries, et l'humeur d'Arthas s'assombrit de nouveau. Oui, répondit Lothar, une guerre pour la survie de notre race. Arthas avala sa salive, puis quitta la loge aussi silencieusement qu'il y était venu. Comme Arthas s'y attendait, peu de temps après, le prince Varian fut conduit au quartier des invités. Térénas lui-même accompagnait le jeune garçon, posant doucement une main sur l'épaule du jeune prince. S'il fut surpris de voir son fils attendre dans les appartements des invités, il ne le montra pas. Arthas
voici le prince Varian Vryn, futur roi de Hurlevent. Arthas s'inclina devant son égal. Votre Altesse, dit-il formellement, je vous souhaite la bienvenue à Lordaeron. J'aurais aimé que notre rencontre se fît en plus heureuses circonstances. De même, Varian s'inclina avec grâce. Comme je l'ai dit au roi Térénas, je vous suis reconnaissant de votre soutien et de votre amitié en ces temps difficiles. Sa voix était tendue et fatiguée. Arthas observa les vêtements de Varian, la cape, la tunique et le pantalon, faits de tissure unique et de tissemage, étaient magnifiquement brodés, mais ils étaient si sales qu'on aurait dit que Varian les avait portés la moitié de sa vie. Son visage avait manifestement été nettoyé, mais il restait des traces de saleté sur ses tempes et sous ses ongles. J'enverrai sous peu des pages vous apporter de la nourriture et des serviettes, de l'eau chaude et une baignoire, afin que vous puissiez vous rafraîchir, prince Varian. Térénas utilisait à dessein le titre du jeune homme. Cette habitude se dissiperait probablement avec le temps, mais Arthas comprit pourquoi le roi le soulignait maintenant. En ces heures difficiles, Varian avait besoin d'entendre qu'il était encore respecté, encore de sang royal, alors qu'il avait tout perdu, sauf la vie. Varian pinça les lèvres et opina. « Merci, parvint-il à dire. Arthas, je le laisse à tes soins. » Térénas pressa l'épaule de Varian de façon rassurante, puis partit, fermant la porte. Les deux princes s'observèrent. L'esprit d'Arthas était totalement vide. Le silence emplit douloureusement l'espace entre les deux garçons. « Je suis désolé pour votre père, lâcha enfin Arthas. Varian grimaça et se détourna, se dirigeant vers l'une des immenses fenêtres qui donnaient sur le lac Lordemer. Le ciel, couvert depuis le début de la matinée, laissait enfin échapper ses premiers flocons, dérivant doucement pour recouvrir le pays d'un linceul blanc. C'était dommage, par temps clair, ils auraient pu voir jusqu'au fort Fenris. « Merci. Je suis certain qu'il est mort en se battant noblement et qu'il a rendu coup pour coup. Il a été assassiné. » La voix de Varian était faible et dépourvue d'émotion. Arthas se tourna pour le regarder, choqué. Son visage, désormais de profil par rapport à Arthas et éclairé par la lumière froide d'un jour d'hiver, était figé dans une expression peu naturelle. Seuls ses yeux, bruns et injectés de sang, emplis de douleur, semblaient vivants. Une amie en qui nous avions pleinement confiance a obtenu une entrevue seule à seule avec mon père, et elle l'a tué. Elle l'a poignardé en plein cœur. Arthas le fixa douloureusement. La mort d'un proche au cours d'une glorieuse bataille lui semblait déjà une épreuve suffisamment difficile à gérer, mais ceci... Impulsivement, il plaça une main sur le bras de l'autre prince. « J'ai vu naître un poulain hier, » dit-il. Cela semblait fou, mais c'était la première chose qui lui vint à l'esprit, et il parlait sincèrement. « Quand le temps le permettra, je vous amènerai le voir. Il est la chose la plus étonnante qu'il m'ait été donné de voir. » Varian lui fit face et le regarda pendant un long moment. Toute une palette d'émotions se succéda sur son visage. L'offense, l'incrédulité, la gratitude, la nostalgie, la compréhension. Soudain ses yeux bruns se remplirent de larmes et Varian détourna le regard. Il plia les bras et se recroquevilla sur lui-même, ses épaules se secouant au rythme des sanglots qui l'assourdissaient de son mieux. Arthas les entendit cependant, les sons durs et tourmentés du deuil d'un père, d'un royaume, d'un mode de vie que Varian n'avait probablement pas eu l'occasion de pleurer jusqu'en cet instant précis. Arthas lui prit affectueusement le bras et le sentit aussi dur que de la pierre sous sa main. « Je hais l'hiver, » sanglota Varian. Et la profondeur de la blessure véhiculée par ces 4 mots, un non sequitur évident, mortifia Arthas. Incapable de supporter la vue de tant de douleurs brutes, et tout à la fois dans l'impossibilité d'y changer quoi que ce soit, il laissa retomber sa main, se détourna
et regarda par la fenêtre. Dehors, la neige continuait de tomber. Voilà mes amis, ce premier chapitre du livre Arthas, l'ascension du roi Lich. J'espère que ça vous a plu. Je ferai, comme je vous l'ai dit, d'autres vidéos par la suite en lisant d'autres chapitres. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.